Alors, la question unitaire, elle a été posée par Michel. Quand Chirec et Thibault étaient dans la rue, ça crée un engouement. On se rappelle aussi Blondel à Vianney en 95, etc., etc. Bon. Donc, peut-être que le fait que la loi El Khomri était rejetée massivement dans l'opinion, comme la pétition de 1,3 million de personnes l'avait manifesté dès le début mars, peut-être que ça a boosté l'intersyndicale qui a tenu pendant 6 mois presque, ce qu'on avait rarement vu. Bon. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elle a tenu pendant 6 mois et qu'ensuite elle a éclaté. Ou elle ne s'est pas maintenue, en tout cas. Bon. Donc il faudrait peut-être qu'on essaye d'expliquer ça, rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, Nathalie Hennequin, qui ne peut pas être là ce soir, de la FSU, donc me disait, elle donne un début d'explication. Elle dit, comme on est tous, comme tous les syndicats, et pas que les syndicats d'ailleurs, sont dans une situation de reculoir un petit peu, bon, eh bien chacun défend son précaré. A envie de dire qu'il faut d'abord qu'on se défende nous-mêmes. Qui CGT, qui Solidaire, qui etc. Bon, elle sent ça. Elle m'a demandé de le redire ici. Elle sent une espèce de crise identitaire, on va dire. Comme c'est un truc à la mode souvent, mais elle sent ça dans les difficultés de reconduire de l'unité syndicale. On peut peut-être aller plus loin en disant que quand il y a un changement de gouvernement, il y a aussi quelle place on a dans le dispositif institutionnel. Et ça, on l'a vu avec l'ordonnance, avec FO, CFDT, ça a été rappelé, sur qui c'est qui va être l'interlocuteur. Bon. Il faut poser la question. Bon. Troisième truc, c'est un problème, moi, ça a été dit. Il faudrait se mettre d'accord sur des objectifs précis pour gagner, comme en Allemagne, où tu l'as rappelé, Gérard, etc. Oui, tu avais dit dans ta réponse écrite, toutes les organisations syndicales se sont concertées avant les ordonnances, fin août, elles se sont rencontrées, personne ne l'a su, et leurs objectifs, le but de leur rencontre était de voir s'il n'y avait pas quelques points taquets qu'on aurait pu... bon. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est quand même un sacré problème. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas résoudre ce problème-là. Parce que la question, c'était de battre les ordonnances. Comment peut-on... Alors, on pourrait éventuellement définir des points taquets. Par exemple, l'indemnisation prud'homale, pas de licenciement quand la multinationale fait des profits, ou maintien des droits maintien des CHSCT. Ça, c'est des points qui peuvent... Mais, en même temps, ce qu'on voudrait, c'est battre les ordonnances. Bon. Et on sait... Et là, on sait qu'on n'est pas d'accord avec l'UNSA nationale, avec la CFDT nationale, voire FO au début. Comment est-ce qu'on peut jouer à la fois sur des propositions unitaires qui pourraient rassembler et en même temps avoir l'objectif de vaincre Macron? C'est quand même un sacré problème, je trouve. Bon. Mais ça demande une discussion. Et enfin, dernier point, je parle. Les Utopiques, la revue de l'Union syndicale solidaire, pose la question de l'unification syndicale dans des dossiers, ce qui est nouveau dans l'Union syndicale solidaire, et qui mérite également un échange, je crois. Bon. Donc voilà, la parole à ceux et celles qui veulent. Alors la question de l'unité, je vais dire sur cette question, j'ai la même question, si j'ose dire, que sur la question du rapport des forces. Parce que de quelle unité on parle? De l'unité syndicale, mais dans la tête des gens, personne ne pense qu'il y a les chômeurs, qu'il y a certaines catégories de la population, etc. Est-ce que c'est l'unité politique? Je pense que l'idée de ceux qui ont rédigé la question, ils avaient ça dans la tête, c'est-à-dire à l'époque où ça a été fait, la question de l'unité, c'était l'unité en clair de la gauche. Bon. La question de l'unité, c'est comment on fait si on le formule dans le sens de comment on fait tous ensemble pour gagner face à nos adversaires, je le comprends comme ça, d'accord. Donc
on parle de convergence des luttes, etc. Mais la question de l'unité me paraît... la formulation de cette façon-là de la question de l'unité me paraît un peu datée. Et donc, à partir de là, si on veut faire tous ensemble, aujourd'hui, comme disent nos adversaires, il y a un frein. Ce frein, c'est la bataille des idées. C'est-à-dire que, de mon point de vue, si on veut faire tous ensemble, c'est qu'il faut mener et gagner la bataille des idées. Et là, s'il y a un domaine dans lequel on peut dire qu'on est un échec, c'est ça aussi. On manque de débat, d'espace de confrontation, parce que même si on s'engueule, tant pis, mais moi personnellement, si on me demande d'aller expliquer ce que le MNCP il veut ou il pense, etc., partout, sauf au FN évidemment, je pense qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'on fait débat de société. Mais c'est pour ça que j'ai répondu tout de suite oui à la proposition de Passerelle, parce qu'il me semble que il y a un déficit, et pas seulement pour les organisations de chômeurs, il y a un déficit de débat. Donc, je vais en rester là, même s'il y a plein de choses après qu'on peut dire sur la question de comment on fait pour être tous ensemble. Il faut gagner sur des idées. Et par exemple, on avait gagné à une époque sur la réduction du temps de travail. Je pense qu'il y a d'autres idées. La transition écologique, on peut gagner sur ces idées-là, sur certaines des idées qui impliquent sur une conception de l'Europe qui soit une Europe des peuples, etc. Il me semble qu'on peut gagner dans la bataille des idées. Puis bien sûr, sur le fond du problème, sur tout ce qui est le néolibéralisme, tout ce que véhicule comme idée économique, etc., qui sont archi-dominantes aujourd'hui sur le plan de l'économie, traduit de façon, bien sûr, en langage, je dirais, pour tout le monde. Parce que quand j'entends aujourd'hui la question du ruissellement, ça me fait rigoler. C'est très exactement ce que disait Schmitt il y a 40 ans. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Ça fait 40 ans qu'on entend ça, ça fait 40 ans que le chômage n'a jamais été aussi haut, et que c'est exactement la même politique qui s'est déroulée de Giscard à Macron. Aujourd'hui, on parle de ruissellement, etc., mais sur cette idée-là, on est insuffisant. Parce qu'en plus, oui, on a des façons positives de retourner le problème, etc. Je pense qu'on n'est pas complètement idiot dans le mouvement social. On est capable de contrer ce genre de choses. Mais la bataille des idées, elle est insuffisamment menée et les débats sont insuffisants. Carole. On a des réponses, mais on a été défaits. Et je pense qu'il est aussi vain de dire il faut gagner la bataille des idées. Ça apporte aussi peu de solutions concrètes que de dire il faut avoir le rapport il faut le rapport de force, ça ne veut pas dire que quand on n'est pas sûr de gagner, on n'y va pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne mène pas des luttes minoritaires quand il le faut. Mais la question de l'estimation du rapport de force, elle est quand même essentielle pour savoir comment on va mener le combat. On ne mène pas de la même façon selon qu'on est en position de force ou selon qu'on est en position minoritaire, etc., etc. Donc je pense que dire ça, c'est pas décourager, c'est se poser les questions de savoir comment on va faire parce qu'il y a eu toute une incantation autour de pourquoi les syndicats ils appellent pas à la grève générale reconductible. Pourquoi parce qu'ils sont tout à fait incapables de mener une grève générale reconductible. Il faut se dire les choses à un moment donné et chercher des alternatives à ce qu'on ne peut pas faire. C'est ça le sens du propos sur le rapport de force. Et la bataille des idées, c'est la même chose. Il n'y a pas de bataille des idées en dehors du temps, du monde et des rapports de force au quotidien. C'est juste pas possible. Alors sur la question de l'unité, c'est une composante essentielle du rapport de force. Je suis la question de l'unité est inscrite dans mes gènes syndicaux depuis que je suis né au syndicalisme, à la FNAC. On a toujours mené un syndicalisme unitaire. Tout mon combat syndical, les combats qu'on a pu mener collectivement en commerce, on a toujours essayé de le mener d'une façon intersyndicale. On a créé une intersyndicale inédite
en 2010 qui perdure encore aujourd'hui sur le commerce à Paris. Donc c'est une question fondamentale, mais ce n'est pas une question simple, et je pense qu'il faut là encore serrer les problèmes. La question de l'unification est une chose, la question voilà. Hein, si on parle de tout en même temps, on va pas y arriver. Non, mais bon. Faut tout dire. Je pense que sur l'unification, il y a peut-être des perspectives. C'est-à-dire, quand on regarde les positions des uns et des autres, si on ne s'attache pas à mettre en exergue les différences qui font 10% en gros entre, disons, les organisations de lutte aujourd'hui, on devrait pouvoir, en théorie, parvenir à une unification des organisations syndicales. Ce qui n'est jamais dit, c'est tous les obstacles bureaucratiques à cette unification qui ne sont jamais dits et qui sont les obstacles majeurs, en fait, à l'unification. C'est-à-dire qu'il y a toute voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais vous comprenez de quoi je veux parler. C'est-à-dire les places, les machins, les trucs, qui sera le chef. C'est ça qui empêche, et qui a empêché. J'ai vécu une expérience d'unification, elle a été quand même extrêmement dure. Hein. C'était des batailles quotidiennes pour savoir qui allait avoir le mandat. C'était pas à petite échelle, hein. C'était les deux principaux syndicats du commerce à Paris qui se réunissaient. CFDT, CGT à l'époque, et ça a été extrêmement difficile à cause de tout un tas d'obstacles qui a le mandat, qui est le chef, qui a le bureau, et qui sont des choses qui à une échelle plus grande de fédération ou de confédération, enfin on imagine à quel point ce genre de problèmes qui ne sont jamais les problèmes mis en avant. Hein. On va toujours citer tel désaccord entre la FERC et la FSU sur tel point de détail, etc. Enfin, pour appeler un chat, hein, pour ne pas avoir. Donc, sur la question maintenant de l'unité, bien évidemment, dépend des dynamiques et des rapports de force en général. Aujourd'hui, le contexte de défaite, je suis d'accord, hein, est un contexte, en fait, où les forces centrifuges sont très fortes. Hein. C'est chacun pour soi. On n'a jamais vu les gens autant s'étriper qu'en ce moment, hein, organisation politique et organisation syndicale. Enfin, c'est quand même assez fou. C'est une période particulièrement difficile pour prôner l'unité. Je vis dans ma propre organisation aujourd'hui des replis sectaires très forts. Hein. C'est identitaire, sectaire, clanique. En gros, revenons sur nos vraies valeurs à nous et on aura raison tout seul. Enfin, c'est d'autant plus délirant que même avec les autres, on n'y arrive pas tout seul. C'est clair que c'est une question fondamentale, c'est une question particulièrement difficile aujourd'hui. Tu as évoqué aussi le changement de gouvernement, ce qui est vrai, hein, avec les enjeux bureaucratiques, de machin. Mais il y a aussi quelque chose qui est encore plus fort depuis la loi du 20 août 2008, c'est l'exacerbation de la concurrence entre les organisations syndicales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton existence, ton poids dépend de ton score aux élections, exclusivement de ton score aux élections, tu es bien obligé de te démarquer aussi par rapport aux autres. Et ça entre en ligne de compte dans la durée de vie des intersyndicales. C'est-à-dire qu'une échéance électorale importante, oui, il faut. Ben voilà, les positionnements s'expliquent aussi par ça, s'expliquent aussi par la proximité des congrès, par tout un tas de choses. Voilà. Si on l'a tenu longtemps, je ne nous cite pas en exemple à suivre, c'est parce que, d'une part, on a réussi à ne pas mettre la question de l'unité, de l'unification au centre, mais de créer une structure permanente. Tu parles de CLICP. CLICP, voilà. De structure de liaison permanente, informelle, souple, etc. Et que d'autre part, on a réussi, et c'est pas évident, à mettre sous le boisseau les questions de concurrence, etc., en essayant de régler en plus les problèmes qui pouvaient se poser à l'occasion d'élections dans les entreprises, de manière à ce qu'elles ne viennent pas flinguer cette question de l'unité. Voilà, c'est une question essentielle, question particulièrement difficile en ce moment, et si on ne la résout pas, bien évidemment, mais pas qu'entre organisations syndicales, mais ça on y viendra au point après, on aura du mal à faire pièce, à construire un rapport de force qui ne peut pas reposer que sur une, deux ou trois organes qui mettent un coup d'arrêt au rouleau compresseur. Éric. L'unité syndicale, ça ne se décrète pas. Il faut véritablement la vouloir. Il faut avoir envie de la faire et effectivement ne pas
commencer par se balancer à la tête tout ce qui peut faire qu'on ait des différences. Sinon, autrement, ça commence à devenir difficile. Ça suppose aussi, bien évidemment, et finalement, tu as eu raison de le mettre en avant, réussir à mettre de côté éventuellement des problématiques de structure interne, qui peuvent être les élections, le fonctionnement, enfin, etc., qui rendent des fois la mise en œuvre d'unités compliquées. Et effectivement, quand vous êtes au niveau structurel supérieur, si j'ose dire, faire, et ça c'est important, que des élections au niveau des entreprises ne viennent pas interférer, parce que nous avons des délégués qui se détestent, et pour autant, ça n'a jamais posé de problème pour faire un travail ensemble après, parce que faut savoir remettre les choses au niveau, et quelle est et pourquoi on fait une unité, et pourquoi on se bat. Donc, là, pour moi, l'unité syndicale, je la vois, il y a 3 niveaux d'unité syndicale. Il y a l'unité syndicale dont tout le monde parle, qui est celle au niveau des confédérations, même pour les centrales qui ne s'appellent pas comme ça, comme l'UNSA, mais au niveau national. Ça suppose que les leaders de ces structures soient d'abord des vrais leaders, ce qui manque un petit peu pour chacun d'entre nous, et qu'il et eux-mêmes réfléchissent à ce qui est important. Ça a été dit tout à l'heure sur la loi Macron, enfin les dernières, les ordonnances. Effectivement, il y a eu une bonne chose au départ. Il y a eu une réunion faite pour dire qu'est-ce qui est inacceptable. Et on s'aperçoit qu'après, les problématiques, les interférences, les problématiques politiques sont venues balayer tout ça parce que chacun s'est repositionné pour savoir comment il allait apparaître, soit celui qui est le plus en opposition, soit celui qui est le mieux dans la capacité de discuter et d'éviter. Et ça, c'est un problème. Donc l'unité, il faut se battre, mais ça suppose malgré tout d'avoir des personnes, des responsables qui se connaissent, je pense, et qui se respectent à minima. Mais réellement. Pas un respect de façade. Et ça, encore, c'est aussi quelque chose qui ne se décrète pas. Voilà. Et qu'on évite effectivement d'avoir des problématiques, ces problématiques ou des problématiques politiques qui arrivent. Maintenant, s'il n'y a pas d'unité, si on ne revient pas à une certaine unité, si on continue à considérer qu'on peut avancer sur une seule jambe, je m'excuse d'être pessimiste, mais je ne vois pas pourquoi les choses ne continueraient pas à avancer telles qu'elles avancent aujourd'hui. C'est-à-dire globalement à être défavorable au mouvement social et aux salariés globalement, et à la population. Ça suppose que chacun d'entre nous, chacun dans ses structures, plaide pour qu'on se rencontre, qu'on discute de façon informelle, formelle, etc. Mais c'est compliqué. Pour ma part, avec un secrétaire général d'une fédération importante au sein de l'UNSA, on était dans les premiers signataires d'une pétition appelant à l'unité pour la réunion qui s'était passée à la CFDT. On ne peut pas dire que c'était forcément particulièrement apprécié de dire qu'il fallait savoir passer au-dessus de ça. Et là-dedans, la difficulté de cette unité, c'est qu'il faut aussi que, entre guillemets, chacun y admette qu'il y a un certain équilibre. Si effectivement dans une unité, chacun cherche absolument à dire c'est moi le chef ou c'est moi qui ai les meilleures idées et c'est le meilleur moyen, de toute manière. Et donc entre ceux qui éventuellement vont trouver toutes les bonnes excuses pour, avant même la réunion ou sitôt la réunion, considérer et donner les excuses pourquoi ça échoue, il y a aussi ceux qui, tout en disant qu'ils font tout pour l'unité, se mettent en position de faire qu'elle échoue. Et voilà, donc sans rentrer trop dans les détails. Donc voilà, moi
l'unité me semble absolument nécessaire. C'est pour ça qu'elle est malgré tout plus facile à faire, souvent au niveau des syndicats, qui là vont avoir des problématiques à régler directes. Quand je parle des syndicats, cette fois je parle des syndicats de base. Je fais bien la différence entre confédération, fédération et syndicats de base. Parce que là, vous êtes dans la problématique réelle avec des délégués ou des adhérents qui ont une problématique qui vous remonte tout de suite. Et souvent, honnêtement, eux, sur ce moment-là, et quand ils ont une problématique, quand vous êtes en phase de PSE, de restructuration, de fermeture d'une entreprise, les grandes visions et ce qui ferait que vous pourriez ne pas être d'accord avec les autres alors qu'il faut se battre pour préserver le plus d'emplois, ils s'en foutent. Ça vous oblige de toute manière à faire l'unité et à vous battre. Sauf que forcément, ces unités sont plutôt relativement éphémères, puisqu'une fois que la problématique est réglée, chacun reprend sa place. Mais ça devrait être un exemple, et j'aurais espéré pour ma part, je m'arrêterai là, que la réforme sur le Code du travail, ou avant ça sur la loi El Khomri, était pour moi l'occasion pour l'ensemble des centrales syndicales de refaire un bon bout de chemin ensemble et de rediscuter. Ça s'est pas fait, je le regrette. Et en tout état de cause, il va falloir revoir. Alors, beaucoup de centrales vont avoir des congrès incessamment sous peu. Donc il faudra voir si les leaders sont les mêmes ou pas. Pour certains, on sait déjà qu'ils changeront. Il faudra voir comment redémarreront à ce niveau-là nos nouveaux dirigeants pour mettre l'unité en place. Une certaine unité ou une vision commune permettant une unité. Gérard ? Je pense que ce que je veux dire rejoint en partie ce que dit Eric. Je crois que... De quoi parle-t-on quand on parle d'unité? En fait, le problème, c'est l'unité au niveau interprofessionnel. Parce que, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des conflits au niveau professionnel dans les entreprises, etc. Mais il y a beaucoup plus facilement d'unité au niveau local, si je peux employer ce terme, au niveau de l'entreprise ou du secteur professionnel, pour plusieurs raisons. D'abord, souvent, il n'y a pas tout le champ syndical présent dans une entreprise. Les salariés, souvent, syndiquent là où... enfin, au syndicat qui est là. Et voilà. Et les syndicats ne sont pas toujours là, tous. D'ailleurs, c'est un des problèmes que copain de la CGT évoquait tout à l'heure. Et deuxièmement, je pense que parce qu'il y a plus facilement la perception par tout le monde des intérêts communs. Il y a des valeurs professionnelles communes, ce genre de choses, voilà. Et il y a un patron qui est en face, voilà. Et donc le problème, il est au niveau interpro, bien évidemment. Il faut voir qu'on a un syndicalisme en France qui est enquisté dans la division, historiquement. Il y a des débats chez les salariés dans tous les pays. Il y a des débats d'orientation dans tous les pays. Jean-Marie Pernaut, par exemple, explique que dans d'autres pays, les débats se font à l'intérieur de la même structure syndicale. Ils sont violents, mais ils sont à l'intérieur de la même structure syndicale. En France, l'histoire a fait, regardez comme l'histoire du syndicalisme français, c'est une histoire de division sur division, de scission sur scission. Et c'est pas seulement la réforme de 2008 qui a créé ça. Dès avant 2008, c'était à qui, je dis pas aurait la peau de l'autre, mais qui prendrait la place de l'autre, par exemple, dans les instances paritaires, etc. Ça a été une bagarre perpétuelle. Bon, donc on est dans cette situation. Et les moments d'unité, au niveau interprofessionnel, dans l'histoire, ont été extrêmement rares. Mais en même temps, ils ont existé. Et donc, il faut réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont existé. Alors, si je prends l'histoire récente, il y a eu 2006, le mouvement contre le CPE. Et je pense que cette unité a existé parce que, d'une certaine manière, tout le monde avait conscience que si il n'y avait pas cette unité, les jeunes le feraient payer à tout le monde. Voilà, c'était comme ça. Je me rappelle à l'époque, copain qui disait « Haha, quand est-ce que la CFDT va trahir ?» Non, la CFDT est restée jusqu'au bout. Elle est restée jusqu'au bout.
pour cette raison, fondamentalement. Voilà. Mais il y a eu d'autres moments. Je me rappelle, je suis ancien combattant, excusez-moi, mais en 2008, l'ensemble des organisations syndicales, au moment de la crise, a pu élaborer un texte de proposition commune, avec des ambiguïtés, bien sûr. Mais c'était pas inconsistant. Alors, si ça a pu se faire, on peut penser que ça devrait pouvoir se faire encore. Et ça, alors, je n'ai pas de recette miracle, mais si je prends l'exemple de la fonction publique, alors, la fonction publique, c'est un secteur professionnel, donc l'unité est un peu plus facile. Il n'en reste pas moins que s'il y a une certaine unité, alors avec des difficultés, enfin, c'est pas idéal, mais bon, c'est que dans la fonction publique, les organisations syndicales n'ont jamais cessé de se parler. Il y a toujours eu des échanges. Alors, parfois tout le monde n'y était pas, mais il y a eu une permanence dans les échanges. Et je pense que ça aide. Alors, ce n'est pas une recette miracle, mais je pense qu'il y a deux enjeux. Il faut avoir une prise de conscience, et pas seulement des dirigeants, mais de l'ensemble des organisations, de la nécessité, enfin, de l'unité, des enjeux, c'est le jeu de l'unité. Jean-Marie Pernaut le dit souvent, si on continue comme ça la guerre de tous contre tous, c'est l'ensemble du syndicalisme qui va y laisser sa peau. Je ne le dis pas comme ça, mais je le traduis comme ça. Donc il y a ces enjeux. Et puis il y a les enjeux des défis auxquels on est affronté maintenant, aujourd'hui, les enjeux de la transformation de la société et comment on pèse sur ces transformations de la société. Et là, le syndicalisme, il a une responsabilité particulière. Je dis ça entre nous, ça ne fait pas avancer beaucoup le schmilblick, et je pense que ça ne va pas très loin, hein, mais je pense qu'il faut aussi pour ça qu'on se mette d'accord sur ce que sont les enjeux et les objectifs du syndicalisme. Tu disais, Claude, se mettre d'accord sur des lignes rouges ou des taquets, c'est pas battre Macron et c'est pas battre les ordonnances. Je sais pas ce que ça veut dire battre Macron déjà. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est la responsabilité du mouvement syndical de battre Macron. Sur les ordonnances. Sur les ordonnances. Mais qu'est-ce que ça veut dire battre Macron sur les ordonnances ou battre les ordonnances? Est-ce que, au-delà des quelques points, il n'y aurait pas pu avoir une réflexion, parce qu'il y avait déjà ces points, sur une contre-proposition aux ordonnances? Je pense que c'était à partir du travail qui avait été fait sur les quelques points, les quelques lignes rouges, on pouvait peut-être aller plus loin. Je vais donner juste les têtes de chapitre. Moi, je pense que c'est l'unité sur quoi, l'unité avec qui, l'unité comment. L'unité sur quoi, ça renvoie à ce que disait Robert. Bon, je prends 3 exemples, vite fait, je ne développe pas. Distinguer emploi, travail contraint et activité socialement, écologiquement utile et choisie, parce que c'est un vrai débat dans la société, et c'est notamment un vrai débat dans les nouvelles générations, qui ne veulent pas forcément être salariés, qui ne veulent pas avoir un travail où il y a des horaires, où ils ont des chefs, et qui veulent que leur boulot ait du sens. Donc il y a plein de gens, par exemple, qui créent leur entreprise, il y a plein, y compris des coopératives qui se créent à la suite de luttes d'entreprise. Et puis il y a aussi, on évoquait l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes était soutenue par des salariés, par des partis politiques, par des syndicats, mais ceux qui ont porté la lutte de Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas l'ombre d'un salarié. Il y a des petits paysans paupérisés et endettés depuis 40 ans, qui étaient sur le terrain, et il y a des jeunes diplômés qui étaient à la ZAD, qui ont envie de faire des choses, et qui n'ont surtout pas envie d'être salariés. Donc ça mérite quand même réflexion. La deuxième chose, c'est la question de la consommation sur la bataille des idées. Autant il faut se battre pour l'accès minimum aux biens communs, etc., voire la gratuité, autant la question de la consommation ostentatoire est un frein généralisé aux luttes. Et là, il faut qu'on se coltine avec ça. Troisième chose, pour ne pas être trop long, Macron, il a un projet de poste salariat de droite.
Ah, bon, ça a été dit par plusieurs, la réussite individuelle, les start-up, le ruissellement et tout le bordel. Est-ce que nous, notre projet, c'est simplement de défendre le salariat tel qu'il existe aujourd'hui? C'est une vraie question. Donc après, ça c'était pour l'unité sur quoi? L'unité avec qui? On a dit tout à l'heure que l'évolution du capitalisme international, ultra-financier et déterritorialisé nous impose de nouvelles formes de lutte. Ça veut dire qu'on ne peut pas se restreindre seulement à l'unité syndicale. Ça a été évoqué par plusieurs. Si on se bat contre des boîtes, on va être obligé de travailler avec Transparency International sur l'évasion fiscale, sur les conflits d'intérêts, sur les lobbies. On va être obligé de travailler avec le Forum social mondial ou ATTAC sur des questions internationales, etc. On va être obligé de travailler avec des juristes pour faire les actions, etc., etc. Donc je pense qu'il faut, le syndicat, il doit sortir. À la fois, il faut qu'il se réimplante dans l'entreprise, mais à la fois, il faut qu'il sorte de l'entreprise. Et le troisième chose, pour ne pas être long, c'est l'unité comment? Moi, je ne crois plus du tout. Alors déjà, la perspective d'une seule organisation, là, franchement, à court et moyen terme, ça me paraît franchement pas du tout réaliste, quoi. Alors là, franchement, j'avoue que les copains qui ont écrit ça, ils ont dû un peu fumer avant. Et par contre, faire un cartel, je m'arrête, je finis. Faire un cartel, la logique des cartels, ça fait des cartels au sommet, puis ça pas bien loin. Moi, je pense que la méthode qu'on a employée justement à Passerelle, enfin à l'appel des 100 d'abord, et puis la méthode qui est employée par l'archipel citoyen en faisant les jours heureux, qui rassemble une cinquantaine d'associations type Attaque, Alternativa, etc., c'est qu'est-ce qu'on fait? On acte nos consensus. C'est pas évident, on ne le fait pas d'acter le consensus. Par exemple, nous, pendant la campagne présidentielle, on a analysé tous les programmes et on avait listé qu'à 80%, on avait des accords pour la mandature, et puis à 20%, il y avait des trucs à débattre avec les citoyens. Donc on pouvait y aller tout à fait ensemble. Je finis. Donc, moi, je pense que la bonne méthode, c'est, il faut respecter l'autonomie des gens. Donc, je ne crois pas à la fusion, je ne crois pas à la fédération, je ne crois pas au cartel. Il faut que chacun soit dans son identité. Les identités CGT, CFDT, machin et tout, ne vont pas disparaître du jour au lendemain comme ça à plein. Puis, par contre, il faut qu'on trouve des espaces où, on se dit, là-dessus, on peut y aller ensemble. Et donc, on a un truc stabilisé parce que sur cette campagne-là, on est d'accord. Et donc, quelles que soient nos divergences par ailleurs, chacun continue à vivre sa vie, mais là-dessus, on est d'accord et on y va. Donc, pour moi, c'est la logique de l'archipel. Bon, je n'ai pas le temps de développer. Non, je ne vais pas développer. Michel, je sais pas Michel Laurent. Oui. Je partage très largement l'analyse qu'a fait Gérard sur le contexte historique du syndicalisme français de division. Et c'est vrai que, moi c'est pour ça que ça me fait rigoler quand j'entends parler d'identité CFDT. Il n'y a pas d'identité CFDT. Il y a une identité du noyau dirigeant de la CFDT. Il n'y a pas d'identité CFDT. On a eu des corpus de discussion. Je veux dire, on a une histoire, nous en tout cas commune, une occasion qu'on a ratée il y a 15 ans, c'est l'histoire de la gauche syndicale CFDT. Le premier cahier syndical, le numéro 1, est sorti en 1973 au moment de la rupture de l'unité d'action CGT-CFDT. Ça a été l'acte déclencheur pour nous dans la CFDT pour lancer un débat sur « on continuons à travailler ensemble » et pour remettre la question du débat unitaire, pas de l'unification, mais du débat unitaire, et l'entretenir pendant 30 ans. Et au moment où la crise fait l'éclatement, on part chacun dans des directions différentes, on est incapable de régler cette sortie en propre. Et je raconte en gag quand même la sortie où nous, on était tellement écœurés de voir les copains des banques, les cheminots, chacun partir dans certaines directions, que nous, on a réuni tous nos territoriaux pour dire on part ensemble. On a attendu 1 an avant de dire on part ensemble parce qu'on avait un peu de droit syndical qui nous permet de rester avec nos élus et de convoquer la CGT, CGT, FSU et Sud, les trois à laquelle on voulait aller. Le gag, c'est que Philippe Gicchio, le secrétaire de l'UD-CGT, qui était un bon pote, me dit « Ne me donne pas la lettre à moi, donne-la à la conf ». Et à la conf CGT, ils se sont passés ça comme une patate chaude, ce qui fait que le jour de notre rencontre avec les syndicats, Gérard Asqueri et Annick Coupé sont les seuls qui sont venus. Donc on a voté entre FSU et Sud. C'est marrant. Mais c'est ça aussi les questions d'unité. Et c'est pour ça que je voudrais dire, et Gérard a raison quand il parle des taquets, c'est possible, pourquoi marche bien l'intersyndicale retraité, le groupe des 9 ? C'est parce qu'on a mis des taquets. Il y a des trucs dont on ne parlera pas. On sait qu'il y a des trucs qui font débat entre nous, sur l'accord Agir-Carco, sur les signatures, mais ça a permis, par exemple, à des gens dont les confédés avaient signé l'accord, comme la CGC et la CFTC, de rejoindre le groupe des 9 en disant « On n'est pas d'accord avec notre conf, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble sur le corpus commun que vous avez mis ensemble. » Et ça, c'est un élément. Je pense que ça peut se faire. Ce qui a été réalisé à notre échelle. Alors, je termine par ça, gag.
c'est plus facile pour les retraités parce qu'on n'a pas d'élection professionnelle. Ben oui, parce que les élections professionnelles, les élections déléguées, c'est des éléments de concurrence entre nous. Et bien entendu, malgré tous les accords, tous les soucis que tu vois, nous, dans le Val-de-Marne, on avait des accords, on fonctionne très bien avec nos copains de la CGT. Et puis, au moment où il faut y aller, bah bon, on fait 32, tu fais 36, et voilà, t'as cette compétition qui nous emmerde. Et c'est vrai que c'est un handicap. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Claude. Pourquoi on ne se mettra pas d'accord sur un SMIC à 1800 €? Normalement, syndicalement, on devrait y arriver. Les salariés, moi je ne connais pas beaucoup de salariés qui sont contre une augmentation de salaire. De ce côté-là, je pensais que le problème est réglé. Il pourrait y avoir une discussion. Est-ce que bon, peut-être pas 1800 €, mais 1700 € par exemple? Est-ce que ça serait un compromis acceptable? Peut-être. Ou ça serait probablement pas acceptable. C'est si quelqu'un disait, bah ouais, mais le SMIC en France il est trop élevé, on n'est pas compétitif par rapport à la Roumanie. Bon, là, on ne peut pas y arriver. Donc, voilà le débat. Mais même sur un SMIC à 1800 €, voire 17, j'en sais rien, bah, comment y arriver? Alors que il n'y a aucun salarié qui est contre une augmentation de salaire. Plus difficile, ça a été évoqué tout à l'heure, la CSG. N'est-ce pas Michel? Parce que bon, là, c'est un débat où il y a des francs désaccords qui traversent la plupart des organisations. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de surmonter par le débat? Personnellement, je pense que si. Même si ce n'est pas facile. D'une certaine façon, Macron a un peu aidé, parce que l'augmentation de la CSG, ça a quand même donné à réfléchir à beaucoup. Mais je veux dire, bon, c'est toute la protection sociale qui est derrière, c'est une conception de la protection sociale. C'est quelque chose de structurant. Est-ce qu'on ne peut pas y arriver par le débat? Personnellement, je pense qu'on doit pouvoir avancer par le débat. Mais encore faut-il avoir le débat. Et avoir un débat large, c'est-à-dire avec les salariés, avec la population. Pas seulement dans la confrontation de quelques responsables mandatés et qui respectent leur mandat, donc c'est terminé. C'est le rapport de force pur et dur. Et donc je soulève ça fait partie des choses. Sachant qu'il est très difficile de distinguer le syndical et le politique, mais je fais des efforts. Merci. Voilà, Michel. Oui, moi j'avais la même interrogation sur autant je partage totalement tes propos introductifs, mais en effet sur la question battre Macron. Alors, ce qui est évident, et c'est d'ailleurs peut-être un hiatus qu'il y a eu au moment du débat sur les rapports de force, c'est que le rapport de force est conçu globalement. Il n'y a pas en effet que la force des syndicats qui rentre dans ce rapport de force. Parce que j'allais dire, la force des syndicats en soi ne nous intéresse pas en questionnement, me semble-t-il. C'est que ça rentre dans le champ pour créer une alternative politique à ce qui existe aujourd'hui. Il nous faut des syndicats forts, il faut être dans les entreprises et il faut réussir à bloquer les moyens de production tels qu'ils sont, parce qu'on pense que c'est un levier utile pour justement faire avancer cette idée commune. Je dis ça parce qu'il faut qu'on interroge, je pense, l'ensemble des actions, et pas simplement du champ syndical, mais nos actions de l'ensemble des organisations auxquelles on appartient, et chacun d'entre nous ici appartient souvent à plusieurs organisations, enfin une seule syndicale, une seule politique, mais parfois plusieurs même associatives. Et je pense très sérieusement qu'il faut qu'on s'interroge à l'aune de ça, parce que quand tu dis battre Macron, le problème pour battre Macron, il faut battre le libéralisme, et battre le libéralisme, on n'en a absolument aucune capacité. Par contre, la capacité que l'on avait en effet à l'époque des ordonnances, c'est mettre des lignes jaunes, etc., et remporter des victoires partielles, mais qui créeront les conditions d'une potentielle victoire prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à force de vouloir tout ou rien, on n'a rien, et on a moins que rien, et on est en régression depuis 30 ans, voire plus, si on calcule correctement les choses. Donc le problème, et ça il faudrait qu'on ait un débat entre nous, mais c'est en dehors des questions qu'on s'interroge, mais c'est quelle stratégie globale est-ce que l'on a, parce qu'il faut qu'on œuvre à l'unité, mais pour œuvrer à l'unité, encore faut-il savoir ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, me semble-t-il, est-ce que c'est blackbouler le système et c'est uniquement ça, ou c'est pour le faire, quelle étape on se donne et jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour ne pas tomber dans la compromission, mais bien être dans le compromis. Et cette question-là, je pense, est
voilà, en tout cas, ça rentre dans le débat. C'est pour ça que, voilà, moi je ne suis pas sûr comment est-ce qu'on va battre Macron demain. Je pense que la problématique est autre et qu'il faut par contre essayer de renforcer un maximum le rapport de force et surtout exploiter au maximum le rapport de force, c'est-à-dire en utilisant les forces syndicales telles qu'on les a, les forces politiques telles qu'on les a et les forces associatives telles qu'on les a, et de faire bouger les citoyens, les retraités, les chômeurs, essayer de voir si on peut faire une synergie commune. Ceci étant, dans tous les exemples que l'on donne, lorsqu'on parle des retraités, lorsqu'on parle des chômeurs, lorsque moi je parle des services publics et des collectifs, on voit bien qu'on parle de cela parce que ça ne concerne pas directement les moyens de production, parce qu'on est incapable de bloquer l'appareil productif et donc de peser. Et j'en terminerai juste sur une question qui en effet a été soulevée par plusieurs, mais c'est que, à mon sens, pour l'unité réelle, ça ne se passe pas uniquement entre responsables d'organisation. Je pense qu'avant, dans chaque organisation, il y avait au moins des débats, même si les gens étaient très identitaires, il y avait des débats, il y avait des formations, il y en a de moins en moins, et en tout cas, des débats entre militants syndicaux sont assez rares, les plateformes sont assez rares, entre organisations syndicales différentes, encore plus rares, parce qu'avant, il y avait le parti politique parfois qui jouait ce rôle-là, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, je pense réellement que ce qu'on fait, enfin, à Passerelle, il faut les s'aimer, faire d'autres choses, d'ailleurs, qui s'appellent peut-être pas Passerelle, enfin, peu importe. En tout cas, il faut des zones de débat des militants, parce que la meilleure façon de montrer aux gens qu'ils sont d'accord, c'est de les réunir dans une salle et qu'ils le constatent. Et tant qu'on ne le fera pas et on restera au sein de nos organisations, ça serait une volonté de ce que tu as dit, du leader. C'est-à-dire, soit le leader le veut, soit il ne le veut pas. Mais forcément, si on veut débloquer cette situation, il faut redonner le goût aux syndiqués du rapport de force. Et quand je dis des syndiqués, d'ailleurs, des militants politiques, associatifs, il faut que les gens soient convaincus, en effet, que le rapport de force est essentiel et qu'on doit le mener, et que l'unité est essentielle et qu'on doit le mener. Si on n'a pas ça dans les organisations syndicales, ce qui intéresse nos propres correspondants, c'est de faire un point de plus aux élections professionnelles que leurs concurrents au niveau local, on n'y arrivera pas. Et donc je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens d'insuffler et d'infuser cette volonté d'unité, cette volonté de travail commun, et il faut qu'on arrive à faire des choses en commun pour permettre cela. On ne pourra pas, je pense, seul dans nos orgas, au vu de la situation actuelle et de nos forces respectives, réussir seul à former des gens pour lutter pour l'unité. J'ai du mal à le croire. Dernier sur ce point, c'est Benoît. Oui, donc il faut être court, rapide, c'est ça. Ouais. Bon. Moi, j'ai eu une expérience dans ma vie militante chez France Télécom, c'était en 2002, donc un truc d'anciens combattants aussi. Et à l'automne 2002, voilà, donc Thierry Breton arrive dans l'entreprise la plus endettée au monde, 60 milliards d'euros de dette. Et voilà, donc Thierry Breton dit, j'envisage peut-être on va démembrer l'entreprise, faire une vente à la découpe. Voilà. Et donc là, CGT, Sud, CFDT, qui représentait 80% des salariés, quand même, ensemble, un réflexe, mais avec tout le monde derrière, avec tous les militants, tous les syndiqués, tous les collègues. Voilà, un truc qui est monté, mais en quelques jours, une unité. Voilà, on va sauver la boîte. On veut garder une entreprise intégrée qui fait tout, enfin qui fait tous les réseaux, tous les services. On ne veut pas être découpé, on veut rester, on ne veut pas être démembré. Et donc, rapidement, principe de réalité, respect entre nous. Voilà, vous êtes plutôt sur tel site, vous êtes dans telle unité, tel établissement, vous êtes mieux implanté que nous, nous c'est là, etc. Donc des chefs de file par site, c'est l'organe la plus implantée, mais derrière ce chef de file par site, par établissement, l'intersyndicale qui était là, qui répondait, et ça a fort bien marché, on a fait un truc du tonnerre, et pourtant c'était une période d'élection prud'homale. Mais donc une compétition, mais on était avant tout unis sur un objectif commun, et ça a été extrêmement fort, et donc Breton a été battu, quoi. Et donc ça, c'était quand même une expérience intéressante. Plus récemment, 2016 quand même, contre la loi El Khomri, on a vécu des choses. Là, on est devenus des camarades de lutte avec des syndicalistes, d'autres syndicats, FO, FSU, Solidaire, l'UNEF, voilà, important aussi l'UNEF. Et donc, alors après, c'est devenu ce que c'est devenu. 2017, on a eu plus de difficultés à refaire la même intersyndicale, mais enfin le groupe de contact existe. C'est pas seulement un carnet d'adresses, c'est aussi un esprit groupe de contact qui est resté, et ça c'est important.
Alors le groupe de contact, on l'a avec tout le monde, évidemment. L'UD de Paris, on est en relation avec la CFDT ou avec les uns et les autres selon les questions que l'on traite. Mais enfin, quand même, il y a des choses qui sont forgées dans la lutte. Et puis, ah oui, alors autre expérience aussi, contre la privatisation de la Poste, le collectif national de défense du service public postal. Là, c'était quand même assez fort d'avoir autant de composantes politiques, syndicales, associatives, d'aller jusqu'à une votation qui a été un succès. Bon, on n'a pas gagné sur la privatisation, mais quand même, c'était quand même assez intéressant. Puis là aussi, toujours un peu de compétition, mais quand même du respect, et puis de la géométrie variable. Par exemple, il faut respecter les autres. Et on ne va pas demander à FO de venir dans un collectif très large avec des partis politiques qui ne vont pas vouloir. Mais on peut faire parallèlement à ça, et là ça devient de la géométrie variable, une intersyndicale avec FO et d'autres, puis qui ne sont pas dans notre collectif plus large. Ils étaient sur la Poste. Oui, sur la Poste. C'était un exploit, ils étaient sur la Poste. Ouais. Puis enfin, plus récemment, les contrats aidés. Là, on a fait aussi quelque chose d'assez composite, d'assez original, avec la CGT Interpro à Paris, par exemple, FSU plutôt à la ville de Paris, Solidaire Association, parce qu'ils sont forts dans les assos, et puis des assos elles-mêmes, ou des assos d'assos, par exemple le CAC, le collectif des associations citoyennes, où là on s'est dit on ne peut pas laisser les gens partir comme ça, les hommes et les femmes qui sont en contrat aidé, les dégager, c'est pas possible. Alors les syndicats, on était pour transformer ces contrats aidés en CDI ou en emploi statutaire selon les situations. Et puis dans les associations, c'est touche pas à mon contrat aidé parce que j'en ai besoin, ça coûte pas trop cher et puis c'est pas mal comme ça. Donc l'objectif était variable, mais il y avait un point commun quand même, et on a duré 3 mois en collectif. Et là, on se voit moins en ce moment, mais là aussi, il y a eu des choses qui ont été tissées dans la lutte, et c'est intéressant, le groupe de contact, là aussi, vers de nouvelles aventures. Voilà.